Jeudi 21 décembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, le gouvernement de Tsai Christian a présenté officiellement sa démission auprès du président de la République, André Dzuel. Le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi indique que le Premier ministre et son gouvernement ont remis leur démission pour respecter les dispositions républicaines et la démission a été acceptée par le président de la République, André Dzuel. Reportage de Sech Radjianasi. Lors du Conseil des ministres d'hier, le président de la République a confirmé les 3 principaux piliers sur lesquels reposera la gouvernance du pays au cours de cette nouvelle mandature. Le développement humain et la priorisation des aspects sociaux du peuple malagasy, la promotion de l'industrie et de la création d'emplois, la mise en place d'un gouvernement bien géré à travers la réforme du système de gestion de la fonction publique et la lutte contre la corruption. En conséquence, de nombreux changements et de nouveaux systèmes seront mis en place conformément à la mise en œuvre de ces 3 piliers afin que le travail puisse également être accéléré. Plusieurs mesures strictes ont été prises par le Conseil des ministres pour marquer le début du mandat et marquer le plan de travail des 100 premiers jours de l'administration du président de la République, André Dzuel. Contraception gratuite pour les mères dans tous les hôpitaux publics de l'île. Le ministre de la Santé a été immédiatement chargé de mettre en œuvre la contraception gratuite qui débute aujourd'hui. Une attention particulière sera apportée aux ménages les plus nécessiteux et ils seront formés pendant 3 mois à l'agriculture et à l'élevage selon la technique Fumvuza qui a déjà connu de bons résultats dans de nombreux pays africains. Ils recevront des terrains pour y construire des maisons et pour planter des vergers afin qu'ils puissent construire une nouvelle vie basée sur l'agriculture et la pêche dans le cadre du projet Titre Vert. Au bout de 5 ans, si toutes les conditions et règles imposées aux familles bénéficiaires sont respectées, ils recevront le titre stipulant qu'ils sont propriétaires du terrain. Le ministre concerné a été chargé de commencer les travaux immédiatement, le terrain pour le projet ayant été trouvé, de procéder immédiatement à la sélection des familles les plus nécessiteuses qui bénéficieront du projet. Il y aura une collaboration avec des partenaires étrangers pour organiser des formations et construire des maisons préfabriquées pour ces familles très vulnérables. Ce projet va s'étendre dans toute l'île et les formations vont bientôt démarrer. En matière de formation professionnelle et de création d'emplois, les types de formations pouvant être proposés aux jeunes et aux femmes seront revisés et un plan national de formation professionnelle sera établi. L'objectif est que les jeunes et les femmes aient un emploi qui leur permette de gagner leur vie et de réduire le taux de chômage. Concernant l'administration du Fukuntang, il y aura une réforme du bureau de Fukuntang et un comité de ressources sera mis en place pour coordonner les aspects sociaux et communautaires dans chaque Fukuntang. Des fonctionnaires retraités de différents domaines et des notables seront sélectionnés comme membres de ce comité. La fourniture de semences et d'engrais aux agriculteurs sera poursuivie et améliorée. Le volet sécurité sera également renforcé afin que les forces de l'ordre soient en mesure de fournir une aide d'urgence immédiate en cas d'insécurité. Il a également été décidé lors du Conseil des ministres que tous les efforts seront mis en œuvre pour éviter la dépréciation de l'ariar. Le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi indique que le Premier ministre et son gouvernement ont remis leur démission pour respecter les dispositions républicaines. La démission a été acceptée par le président de la République. Page fait divers pour continuer. 2 élus, 9 militaires, dont certains issus de l'armée et d'autres de la gendarmerie, mais aussi 5 autres civils ont été arrêtés impliqués dans les enlèvements qui ont eu lieu dans le district d'Akasbé. Ce sont les résultats des opérations menées à Akasbé depuis le 4 décembre. La comparution de ces 15 suspects devant le parquet d'Akasbé a eu lieu hier soir. Ainsi, 9 personnes ont été placées en détention provisoire à Tiafa. Ces dernières qui sont soupçonnées d'avoir aidé les ravisseurs, notamment via la fourniture de munitions, mais aussi des renseignements aux ravisseurs, tandis que les 4 autres ont été incarcérés à Kasbé et les 4 restantes sous surveillance judiciaire. Reportage de Anya Martina. Suite aux enlèvements successifs qui se sont produits dans le district d'Akasbé au mois de novembre, la gendarmerie a lancé une opération pour pacifier la région depuis le 3 décembre dernier. Des troupes supplémentaires ont été envoyées depuis Antananarivo pour renforcer celles qui sont sur place. Ce mercredi, la gendarmerie a annoncé les résultats des opérations dans cette localité.
Ainsi, 15 personnes soupçonnées d'être liées à ces affaires ont été arrêtées, dont 2 élus, des militaires, certains issus de l'armée et d'autres de la gendarmerie, ainsi que 5 civils. Selon les informations, les 2 élus sont des maires dans le district Ankasbe. Quant aux militaires, ils sont soupçonnés d'avoir aidé les ravisseurs, notamment via la fourniture de munitions, mais aussi de fournir des renseignements aux ravisseurs. Pour les otages, il n'en reste plus que 2 entre les mains des ravisseurs, tandis que les 6 autres personnes ont pu rentrer chez eux. La comparution de ces 15 personnes devant le parquet d'Ankasbe s'est tenue hier soir. Ainsi, 9 personnes sont placées en détention provisoire à Tiafa, ces dernières qui sont soupçonnées d'avoir aidé les ravisseurs, notamment via la fourniture de munitions, mais aussi des renseignements aux ravisseurs, tandis que les 4 autres ont été incarcérées à Ankasbe et les 4 personnes restantes sous surveillance judiciaire. En général, l'imprudence des conducteurs de voitures et des 2 roues est la principale cause des accidents de la circulation, selon la Direction générale de la sécurité routière ou DGSR. Ainsi, le contrôle des voitures avant leur départ dans toutes les gares routières de Madagascar est une mesure prise par la DGSR à l'approche de Noël et de la fin d'année. Mervoulat Sferan nous en dit plus. De janvier à fin novembre 2023, il y a eu 499 accidents de la circulation à Madagascar, selon le bilan de la Direction générale de la sécurité routière ou DGSR. On recense au total 235 morts et 1294 blessés. Au cours de ce mois de décembre, 28 accidents de la circulation ont eu lieu, dans lesquels 13 personnes ont perdu la vie et 101 ont été blessées. Sur la route nationale numéro 7 et numéro 4, les accidents de la circulation sont les plus fréquents et la principale raison en est la fatigue des chauffeurs qui ne prennent pas le temps de se reposer entre un voyage aller et retour. D'autre part, le rapport sur les accidents de la circulation de la Direction générale de la sécurité routière pour l'année 2023 fait état d'un bilan qui met en exergue l'implication des 2 roues motorisées comme l'une des causes principales des accidents. Selon les informations, 95% d'entre eux n'ont pas de permis de conduire et ne maîtrisent pas le code de la route. En outre, il y aura également des inspections techniques et mécaniques aléatoires dans les gares routières de Madagascar. Des contrôles seront effectués sur la route pour éviter les infractions telles que l'abus de drogue et d'alcool, les excès de vitesse, les excès de poids et des charges transportées par la voiture. L'insécurité sévit actuellement dans le district de Mentran. Cependant, selon le député élu dans cette circonscription, des postes ont été aménagés pour les militaires, mais aucun n'y vit ni travaille. Le député Afakanj Alphonse appelle donc les responsables à faire venir des militaires pour y travailler afin d'y réduire les cas d'insécurité. Khatroman Zatouf sur les images de Antar Radzan Arveil. L'insécurité règne dans le district de Mentran en ce moment. À 21 km du chef-lieu de ce district, des attaques et des vols se produisent presque 2 fois par semaine, déclare le député élu à Mentran. Des efforts ont été déjà déployés par le gouvernement pour réduire ces cas d'insécurité à travers la construction de logements pour les militaires, mais le problème est qu'aucun élément de force de l'ordre n'y vit ni travaille. Cependant, 17 communes du district de Mentran ont déjà bénéficié d'infrastructures pour permettre aux forces de l'ordre de s'y installer. Ainsi, le député de Mentran, Afakanj Alphonse, lance un appel aux divers responsables de trouver une solution face à ce problème, notamment le déploiement de forces sur ces lieux, afin de réduire les cas d'insécurité, surtout en cette période de fête. Une des causes de l'insécurité est également le mauvais état de la route RN1 bis qui relie Tirou-Noumandit et Mentran. Ainsi, le député de Mentran demande également la réhabilitation de cette route, non seulement pour lutter contre l'insécurité, mais également pour promouvoir l'économie locale. Le représentant de Mentran a confirmé qu'il est toujours prêt à collaborer avec le président de la République dans le développement du district. Toujours dans la partie nord de l'île, l'achèvement de la route nationale RN5A, reliant Ambilubé à Voyemar, constitue l'un des infrastructures majeures de la région d'Atiran. Cependant, de nombreuses évolutions sont encore attendues par la population d'Atiran. C'est pourquoi la FITEF est prête à prêter main forte au président de la République, Antradzwil, a déclaré aujourd'hui son président. Reportage de Ruth Christelle Rakout Malal et Yves Janel.
La région d'Atiran n'a été oubliée en matière de développement et de construction d'infrastructures par le président de la République Adjradouel et les membres du gouvernement au cours de ces 5 dernières années. En effet, il y a eu la construction de nombreuses infrastructures comme le palais de justice, l'école, la prison, l'hôpital moderne, etc. Mais la plus importante a été l'achèvement de la réhabilitation de la route nationale RN5A reliant Ambilbé et Voyemar. La réhabilitation de cette route a grandement soulagé les agriculteurs. Cependant, il y a encore des routes endommagées dans la région et la FITEFA, ou l'Association des natifs d'Antiran, espère qu'elles seront réparées lors du 2e mandat du président Adjradouel. Ils sont prêts à lui prêter main forte, a indiqué le président Bécasse John France. Par ailleurs, à l'occasion des fêtes de fin d'année, 1 millier de natifs d'Antiran a reçu des dons, notamment de l'huile, de la sardine, des pâtes et du sel ce jour à Mahamas. Il y a eu également la remise de trophées aux basketteuses, membres de la FIDEFA, pour la victoire remportée lors du championnat de Madagascar. Les agriculteurs de la région d'Analamangue sont confrontés à des difficultés en termes d'infrastructures, notamment de routes et des barrages. Les semences causent aussi problème. C'est pourquoi il est important de les aider pour promouvoir leurs activités, assurant leurs moyens de subsistance, a confirmé le gouverneur par intérim d'Analamangue. Pour faciliter la circulation des produits, la construction d'infrastructures est une priorité pour l'année 2024 dans la région Analamangue, selon les informations. Adena Martina et Zahadji Ansou nous en disent plus. Plus de 499 800 ménages de la région d'Analamangue vivent de l'agriculture et de l'élevage. Cette statistique est élevée par rapport aux autres régions de Madagascar, selon le recensement effectué par le RGPH3 en 2018. Cependant, de nombreux problèmes subsistent encore, tant en termes de semences et d'engrais, qu'en termes d'infrastructures, comme les barrages et les routes, pour transporter les produits. Ainsi, afin d'aider les agriculteurs dans la promotion de leur activité, la construction d'infrastructures qui répondent pleinement à leurs besoins est primordiale pour cette année à venir, selon les explications du gouverneur par intérim de la région Analamangue. Une stratégie qui s'inscrit dans la réalisation des engagements du président de la République, Adjradouel, selon les informations. Par ailleurs, de nombreux travaux doivent être également réalisés au cours de l'année 2024, conformément aux demandes de chaque commune et district, notamment ceux aux alentours de la capitale, afin qu'il y ait un réel développement. Pour cette année 2024, nombreuses sont les réalisations dans la région Analamangue, à savoir 15 écoles Manarapench, 147 km de routes réhabilitées, notamment à Ndjamas et à Latsnembakar, 4 km de routes goudronnées et 5 km bitumées à Tananarive, Manzakanjin et Ambouy Malaz. Ensuite, une attention particulière sera également accordée au volet social de la population dans la commune d'Ambouy Mangakiel pour l'année 2024, selon les informations fournies aujourd'hui par le maire. L'amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs dans cette commune, laquelle constitue la majorité de la population, importante en plus des actions sociales dans la commune, comme la distribution de repas chauds à plus de 8000 résidents qui s'est tenue aujourd'hui. Adena Martina, Cécile et 82% de la population de la commune d'Ambouy Mangakiel sont des agriculteurs. Pour l'année 2024, une attention particulière leur sera accordée à travers les activités sociales menées par la municipalité, selon les informations. Le soutien à leur intention sera accru chaque année, comme la distribution de semences sélectionnées pour eux qui s'est tenue ce jour. La fourniture de repas chauds et de vêtements aux habitants vulnérables d'Ambouy Mangakiel se poursuit également, notamment à l'approche de Noël et de la fin d'année. En 4 ans de Sakaf Pifaline, 18 Fukuntagnes en ont bénéficié. Par ailleurs, la commune d'Ambouy Mangakiel organise également de nombreux événements pour marquer les vacances de Noël et accueillir la nouvelle année 2024, selon les informations, dont l'installation de lumière pour décorer le jardin d'Ambouy Mangakiel. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales suspendues à la position des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenter à nouveau jeudi de parler d'une seule voix lors d'un vote plusieurs fois reporté sur une résolution destinée à accroître l'aide à la bande de Gaza. L'offensive israélienne à Gaza a fait 20 000 morts. Reportage sur les images de France 24. Cela fait 75 jours que ces familles israéliennes espèrent le retour de leurs proches.
75 jours d'attente et d'angoisse, à imaginer les conditions dans lesquelles ils sont retenus. Ophir Angel, lui, les connaît bien. Il a été kidnappé le 7 octobre, puis libéré le 29 novembre, pendant la trêve entre Israël et le Hamas, qui a permis de libérer plus d'une centaine d'otages israéliens. Une trêve qu'il espère voir aujourd'hui reconduite. J'étais là-bas. À chaque instant, les otages y sont en danger. Ils n'ont pas le temps. Pourquoi suis-je ici? J'ai le droit d'être revenu ici et les autres ne l'ont pas? Ils doivent tous rentrer chez eux maintenant. Face à la pression de l'opinion publique, le gouvernement israélien dit s'entretenir avec le Qatar et les États-Unis pour parvenir à une nouvelle trêve. Mais Israël pose ses conditions, impossibles de stopper complètement les combats tant que le Hamas n'est pas détruit. De son côté, le chef du Hamas est lui en Égypte et n'accepte de libérer 40 prisonniers qu'en cas de trêve temporaire totale. Un dialogue de sourds donc, qui s'exporte jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, incapable d'adopter ces derniers jours une résolution pour un cessez-le-feu. Les membres cherchent la bonne formule pour éviter le veto américain. Nous espérons que le Conseil de sécurité pourra se mettre d'accord sur une résolution, avec, entre autres, la disposition relative à la cessation des hostilités et des actions militaires. Joe Biden a reconnu que le chemin était encore long pour parvenir à une trêve. Il a assuré néanmoins que les États-Unis continuaient de maintenir la pression sur leurs alliés. En RD Congo, les élections commencées mercredi 20 décembre continuent ce jeudi en République démocratique du Congo dans des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir la veille en raison du chaos logistique constaté dans l'ensemble du West du pays aux infrastructures très limitées. France 24. Écoutez, la grande interrogation sur ce deuxième jour de vote non prévu donc par la Constitution initialement, c'est combien de bureaux de vote en réalité sont concernés. Les seuls habilités à donner des chiffres officiels, c'est les membres de la CENI, la commission électorale dont vous avez parlé en préambule. Or, aucun chiffre officiel n'a été communiqué. On ne sait pas combien des 75 000 bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir du tout hier. Tout juste le président de la CENI hier s'est exprimé en disant que, et lui-même disait que c'était une estimation, selon lui, 70% des électeurs ont pu se rendre pour voter. La question qui se pose, c'est que la deuxième journée a été organisée pour les bureaux de vote qui n'ont pas du tout pu ouvrir, mais il y a aussi la question des bureaux de vote qui ont ouvert hier, mais parfois à 15h, parfois à 16h, parfois même à 17h, qui était l'heure initiale de clôture des bureaux de vote. Donc certains ont joué les prolongations toute la nuit, sauf que évidemment, certaines personnes se sont lassées et sont parties. On l'a constaté avec Andrew Hilliard hier dans le bureau de vote dans lequel nous nous trouvions. Il n'a pas ouvert du tout à 6h du matin. Beaucoup de gens ont attendu 5h et n'avaient toujours pas pu rentrer. À chaque fois, il y avait un effet d'entonnoir. Les gens se bousculaient. Extrêmement difficile pour eux de rentrer. Donc, beaucoup d'irrégularités qui ont été dénoncées par les opposants, mais aussi par les observateurs qui eux-mêmes ont dit que certains des membres des observateurs n'ont pas pu accéder au bureau de vote, du matériel qui n'a pas été acheminé à temps ou bien qui ne fonctionnait pas, des urnes, par exemple, électroniques dont les batteries ont lâché en plein milieu de la journée. Certains aussi bureaux de vote qui ont été affectés par les pluies torrentielles puisque nous sommes à la saison des pluies. Donc, vous voyez, un deuxième jour de vote qui est vu comme une opportunité pour certains et puis pour d'autres qui est vu plutôt comme le symptôme d'un problème d'une élection qu'il dénonçait depuis quelques semaines déjà. On va dire que le pays est divisé en deux. C'est difficile de dire combien de personnes penchent dans un camp ou dans l'autre. Il y a une partie des personnes que nous avons interrogées hier qui disaient que c'était très important pour eux d'aller voter, que c'était pas seulement un droit, c'était également un devoir citoyen et qu'ils attendraient peu importe le temps que ça prendrait. Il faut savoir que hier c'était un jour chômé et qui était payé. Donc c'était prévu par la Constitution. La question que se posent aussi les opposants à cette deuxième journée de vote aujourd'hui, c'est quid de ces personnes qui n'ont pas l'autorisation par leurs employeurs de se déplacer pour aller voter. Donc finalement, certains jugent même que c'est illégal et la CENI ne s'est pas encore prononcée sur la légalité de cette deuxième journée de vote. Il y a des personnes qui pensent que c'est le symptôme, enfin le symbole d'une vraie démocratie plutôt que de pouvoir aller voter quand on n'a pas pu le faire. Et puis d'autres qui disent que c'est exactement ce à quoi ils s'attendaient depuis plusieurs semaines. Beaucoup de personnes, aussi bien des candidats que des électeurs qui disaient qu'il aurait fallu attendre, qu'il ne fallait pas organiser ça en pleine
saison des pluies, qu'il ne fallait pas organiser ça au moment des fêtes de fin d'année. Il y a quand même beaucoup de frustration, beaucoup de colère aussi chez des personnes qui nous ont contactés tout au long de la journée avec Andrew Hillier en nous disant « Regardez, mon bureau de vote n'est pas ouvert. Regardez, moi, je n'ai toujours pas pu rentrer. Regardez, il y a des violences dans mon bureau de vote. Regardez ces scènes de chaos. » Donc vraiment, le pays est divisé, extrêmement divisé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, à l'issue de cette deuxième journée de vote, il va falloir plusieurs semaines pour comptabiliser les résultats qui ne seront pas proclamés avant le 31 décembre pour les résultats provisoires. Et puis ensuite, pour les résultats définitifs, ce sera la Cour constitutionnelle et ce ne sera pas avant janvier 2024. Et pour clôturer cette édition en France, l'exécutif s'est employé mercredi à relativiser la portée des mesures visant l'accueil des étudiants étrangers dans le pays dans son controversé projet de loi immigration sur fond de grand du monde de l'enseignement supérieur. Au lendemain de l'adoption du texte par le Parlement, la première ministre Elisabeth Borne n'a pas exclu de revenir sur le projet de caution demandé aux étudiants étrangers qui leur sera restitué au moment où ils quittent la France. France 24. Il représente 10% des effectifs de l'université de Picardie, les étudiants internationaux. Et leur accueil va se durcir avec l'adoption de la loi immigration. Les étudiants non européens devront payer de façon généralisée le montant maximum des frais d'inscription, soit 2 770 € en licence, mais aussi verser une caution qui leur sera rendue à leur retour. Des nouvelles conditions dénoncées par ce syndicat étudiant. En fait, ils ne vont pas venir. On leur bloque la route à l'université. Actuellement, un étudiant non européen doit déjà disposer d'au moins 615 € par mois sur son compte bancaire pour venir en France. La caution pourrait représenter un obstacle supplémentaire pour les étudiants étrangers les plus précaires. Il y a un plan gouvernemental qui veut passer de 3500 étudiants internationaux à 500 000 avec une loi pareille. Je me demande comment ils veulent y arriver. Quels étudiants ils comptent attirer avec ça? Une soixantaine de présidents d'universités et d'écoles dénoncent aussi l'impact négatif de la loi sur l'attractivité et l'excellence des universités françaises. Avec des lois pareilles, on ne pourrait pas avoir le prix Nobel de 2012, Serge Haroche, qui est venu du Maroc. Face au tollé, la Première ministre a annoncé que le principe de la caution pourra être revu. Voilà pour l'essentiel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.